Vous le connaissez, ce bruit sec? C'est le craquement du plastique sous la lame du sécateur. Et honnêtement, c'est un son étrangement satisfaisant. Dans cet épisode, on ne parle pas ici de recyclage au sens habituel. Vous savez, ce truc où l'on dépose un emballage dans une benne jaune en espérant qu'il soit traité ailleurs, loin de nos yeux. Non. Aujourd'hui, on parle de détournement technique. Regardez cette bouteille en plastique que vous vous apprêtez à acheter. Elle possède une rigidité, une légèreté et une résistance aux intempéries que bien des matériaux naturels, comme le bois non traité ou le carton, n'ont pas. Aujourd'hui, on redéfinit notre relation avec ce déchet pour en faire le pilier central de votre potager. Mais avant de bâtir, on doit comprendre notre matière première. Et regardez, tout le plastique ne se vaut pas. Le PET, le plastique transparent de vos bouteilles de soda, est votre ressource numéro 1. C'est un matériau rigide, stable aux UV, parfait pour la structure. Le PEHD, souvent utilisé pour les bidons de lessive opaque, est plus dense, plus résistant au choc. Avant de vous lancer, la préparation est obligatoire. N'utilisez jamais un contenant ayant abrité des produits chimiques agressifs ou des huiles minérales. Lavez, décollez les étiquettes à l'eau chaude et surtout vérifiez l'intégrité de la paroi. Une micro-fissure, c'est une perte de pression. Ce n'est pas une question de propreté, c'est une question de durabilité structurelle. La question de la toxicité revient souvent. Est-ce que le plastique va ralarguer des composants dans votre terre? La réponse courte est « Ne vous inquiétez pas pour le PET, le code 1, dans un usage jardinier classique. Il est chimiquement stable. » En revanche, évitez absolument le PVC, le code 3, qui est souple et peut ralarguer des phtalates sous la chaleur. Si votre contenant est mou, grisonnant ou s'il a contenu des solvants industriels, ne l'utilisez pas. Tenez-vous-en aux emballages alimentaires rigides. Imaginez un instant votre jardin, pas comme une simple parcelle, mais comme un atelier. L'air est saturé d'odeurs de terre humide, ponctué par le son métallique du sécateur. Ce n'est pas un geste de destruction, c'est une coupe chirurgicale. À cet instant, l'objet cesse d'être un déchet domestique pour devenir une pièce technique. Pourquoi le plastique est-il si précieux? Parce qu'il est techniquement supérieur à bien des options biodégradables de courte durée. Sa transparence laisse passer la lumière, sa paroi est inerte face à l'humidité et sa rigidité permet de créer des volumes complexes avec une facilité déconcertante. Prenons l'irrigation par exemple. C'est souvent le premier pilier de cette stratégie. L'arrosage classique gaspille une quantité massive d'eau par évaporation. Il existe une méthode plus directe, le drip irrigateur. Coupez le fond d'une bouteille d'1,5 litre, percez 2 ou 3 trous de 2 mm dans le bouchon, enterrez-la, goulot vers le bas, à 10 cm d'une plante gourmande, comme une tomate. L'eau ne s'évapore pas en surface, elle est délivrée directement au niveau racinaire. Si l'eau s'écoule trop vite, insérez une petite éponge ou un bouchon de paille au goulot pour ralentir le débit par capillarité. Vous ne jardinez plus, vous installez un système d'injection de précision. Mais attention, le piège classique est la prolifération d'algues dans l'eau stagnante. À cause de la transparence, la lumière favorise la photosynthèse interne. La solution est simple, peignez la bouteille ou enveloppez-la d'un ruban adhésif opaque. Si l'eau reste dans l'ombre, les algues ne se développent pas. C'est de la gestion de système, pas du simple bricolage. Passons ensuite aux semis, souvent vulnérables. Le problème ici, c'est le choc thermique. La solution est la mini-serre individuelle. Prenez une bouteille, coupez la base et utilisez-la comme une cloche. Le plastique crée un microclimat. Mais la condensation est votre indicateur clé. Si la paroi est couverte de buée, la plante respire. Si des gouttes tombent, aérez. C'est de la régulation climatique au centimètre près. Et pour ceux qui manquent de surface au sol, il y a la culture verticale. Imaginez une colonne de bouteilles en PET reliées entre elles. Vous découpez une ouverture latérale rectangulaire, environ 15 cm, dans le corps de la bouteille. Vous fixez ces éléments les uns au-dessus des autres avec du fil de fer galvanisé. Le point critique ici, c'est le drainage. Chaque bouteille doit évacuer son trop-plein vers celle d'en dessous, sans inonder les racines. Percez des petits trous au fond de chaque bouteille. Utilisez un terreau léger, riche en perlite ou en fibres de coco, pour ne pas alourdir la structure. Si vous utilisez du terreau classique, le poids de l'eau le rendra trop dense, ce qui étouffera les racines et fera plier le plastique. Pour ce type de culture, visez des plantes à racines superficielles, laitues, fraises ou herbes aromatiques. Une racine pivotante, comme une carotte, ne trouvera pas assez de place. Cependant, une colonne haute est sensible au vent.
Si vous dépassez 1 mètre de hauteur, installez une tige de bambou ou un tuteur métallique à l'intérieur de la colonne pour absorber les contraintes mécaniques. Sans ce tuteur, le poids du terreau humide fera plier votre structure à la première rafale. Mais qu'en est-il de la longévité de ces systèmes quand la saison change? Le plastique, bien que robuste, n'est pas éternel face aux ultraviolets. L'exposition prolongée au soleil finit par rendre le PET cassant et opaque. Si vous laissez vos structures dehors tout l'hiver, le gel risque de faire éclater les parois fragilisées. La règle est simple, à la fin de la saison, démontez, nettoyez à l'eau vinaigrée pour éliminer les dépôts calcaires et stockez-les à l'abri dans un espace sombre. Si votre serre ou votre colonne reste dehors, elle doit être protégée du gel direct, ou alors acceptez-la comme un consommable que vous renouvellerez chaque printemps. Mais parlons de l'esthétique. C'est ici que beaucoup échouent, transformant leur potager en décharge à ciel ouvert. Pour que ces structures fonctionnent visuellement, l'uniformité est votre meilleur allié. N'utilisez pas 10 bouteilles de formes différentes. Choisissez une gamme, une marque, une taille de bouteille et tenez-vous-y. La répétition crée la structure. Si vous alignez 20 bouteilles de la même marque pour créer un bord de massif, le cerveau humain perçoit un motif intentionnel, pas un tas de déchets. La géométrie devient votre outil de design. Enfin, poussons la logique à son paroxysme, la serre entière. Assemblez les bouteilles par centaines, retirez le fond, puis emboîtez-les comme un tube télescopique, fixez ces tubes sur une structure légère en tasseau. La paroi formée est étonnamment robuste. Surtout, le vide d'air entre les parois plastiques crée une isolation thermique bien supérieure à une simple bâche. Chaque bouteille ajoutée renforce l'isolation de votre serre. Vous n'êtes plus un consommateur, vous êtes un ingénieur. Il y a une satisfaction profonde à prendre cette matière qui aurait fini en décharge pour la voir faire prospérer votre jardin. Le plastique, ce polluant éternel, devient l'allié de votre autosuffisance. La question n'est plus de savoir si le plastique est utile, mais quel objet sera la prochaine victime de votre créativité? Regardez autour de vous, ce contenant, ce flacon. Est-ce un déchet? Ou est-ce la base d'un tuteur, d'un récupérateur de semences ou d'un organisateur d'outils? Avant de jeter, faites une pause. Observez la structure, le volume, la solidité. Quelle fonction pourrait-il remplir? Qu'allez-vous recycler demain pour transformer votre espace de culture? Le bac jaune, c'est devenu le confessionnal de notre époque. On y jette nos emballages comme on se décharge d'un péché, avec ce sentiment de légèreté qu'apporte le devoir accompli. On a été conditionné pour croire que ce geste, ce simple tri, est la solution ultime à notre surplus de matière. Mais honnêtement, le scénario déraille. La réalité brute, c'est que le recyclage n'est pas une boucle magique, c'est une industrie lourde. Pour qu'une bouteille de 30 grammes soit recyclée, elle doit d'abord être collectée. Et là, ça devient absurde. Des camions de 15 tonnes sillonnent nos rues pour ramasser des déchets dont la densité est dérisoire. Vous voyez le problème? On dépense des litres de diesel pour transporter de l'air et un peu de polymère. Le camion parcourt des kilomètres jusqu'au centre de tri où le plastique est compressé en balles immenses. Et ce qui suit, c'est une véritable épreuve de force thermodynamique. L'intérieur d'une usine de transformation, c'est un chaos sonore, c'est assourdissant. Un cri métallique constant provoqué par les lames qui déchirent le PET. Les balles sont éventrées, le plastique broyé en paillettes. Le choc des résidus contre les parois en acier résonne dans tout le bâtiment. Puis, il y a le lavage chimique à haute température. Il faut des litres d'eau chaude et de la soude caustique pour décoller les étiquettes et dissoudre la colle. Ce n'est pas une régénération propre, non, c'est un assaut chimique. Le polymère est fendu à plus de 250 degrés Celsius. À chaque cycle, les chaînes moléculaires se brisent et raccourcissent. C'est un phénomène scientifique qu'on appelle la scission des chaînes. C'est en fait le décyclage. Une bouteille devient rarement une autre bouteille. Elle finit en fibre de polyester pour un pull ou en isolant de construction avant de devenir un déchet ultime. Nous dépensons une énergie colossale, environ 80 mégajoules par kilogramme de PET, soit l'équivalent de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner un réfrigérateur domestique pendant plusieurs jours, pour transformer un matériau neuf en un produit de moindre valeur. Nous trions consciencieusement, mais nous alimentons une industrie qui ne peut pas gérer la masse. Pour sortir de cette impasse, il faut vraiment changer de perspective. La réutilisation, ce n'est pas une nostalgie de bricoleur, c'est une stratégie de bon sens.
En détournant une bouteille de sa fin annoncée, vous court-circuitez le transport, le broyage, la chauffe et la refonte. Vous annulez le coût énergétique total. Vous ne recyclez pas, vous prolongez l'usage d'un polymère conçu pour être durable, le traitant enfin comme tel. Mais pourquoi une telle résistance culturelle à cette idée? Il y a une gêne persistante quand on parle de réutiliser ces contenants. C'est le stigmate du système D. Cette honte de ne pas avoir de matériel neuf, propre, estampillé par une marque. Cette peur de paraître précaire. Il faut comprendre que ce dégoût pour la réutilisation n'est pas instinctif. C'est un pur produit culturel. Dans les années 1950, l'industrie a orchestré un basculement massif. On a vendu la commodité du jetable comme un signe de modernité et d'ascension sociale. Avant ça, l'économie reposait sur la consigne. Le laitier reprenait les bouteilles en verre, lavait, réutilisait. Mais ce système était un obstacle au volume de vente. Les industriels ont alors orchestré un transfert de responsabilité. Le consommateur est devenu le gestionnaire de ses propres déchets. Jeter est devenu un acte moderne, rapide, hygiénique. Réutiliser, à l'inverse, a été associé à l'indigence, au manque de moyens. Nous vivons encore dans les décombres de ce marketing. Mais passons à l'acte. La réutilisation n'est pas une théorie, c'est de l'ingénierie domestique. Au jardin, le plastique est un allié technique sous-estimé. Prenez le système de goutte à goutte, c'est d'une efficacité chirurgicale. Coupez le fond d'une bouteille d'1,5 litre, percez 2 trous de 2 mm dans le bouchon et enterrez-la goulot vers le bas, à 10 cm de la tige d'une tomate. L'eau ne s'évapore pas, elle est délivrée directement aux racines, là où la plante en a réellement besoin. Vous ne bricolez pas, vous installez un système d'irrigation de précision qui rivalise avec les équipements du commerce. Ou utilisez la bouteille comme protection thermique. Coupez la base, placez-la sur un jeune plant. C'est une cloche de forçage qui crée un microclimat immédiat. Un détail technique, cela dit, la condensation est votre indicateur. Si la paroi est couverte de buée fine, votre plante respire. Si de grosses gouttes ruissellent, aérez. C'est de la régulation climatique au centimètre près. Pour aller plus loin dans cette ingénierie, regardez votre espace de travail. Les bouteilles sont des conteneurs de stockage parfaits. Découpez le haut, fixez le corps en plastique, incroyablement résistant au cisaillement, sur un panneau perforé dans votre garage. Vous obtenez des rangements transparents pour vos vis, clous ou composants électroniques. Le plastique PET est chimiquement inerte, ce qui signifie qu'il ne réagira pas avec le métal de vos outils et ne risque pas de rouiller. Vous passez d'un statut de consommateur passif à celui d'intendant de la matière. Une autre application, plus sophistiquée, est le distributeur de nutriments liquides pour potager urbain. En utilisant 2 bouteilles imbriquées, une réservoir à l'envers sur une base ouverte, vous créez un système à pression atmosphérique qui libère lentement une solution nutritive. C'est le même principe que les abreuvoirs automatiques pour volailles appliqués à l'horticulture. Vous avez remarqué? Quand vous faites cela, le plastique change de nature. Il n'est plus un déchet, il devient un outil. Vous ne subissez plus le cycle de vie linéaire imposé par l'industrie, vous l'interrompez. Vous avez repris le contrôle sur la matière que vous possédez. Passer d'une mentalité de consommation à une mentalité de stewardship, d'intendance, demande de regarder chaque objet non pas pour sa valeur transactionnelle immédiate, mais pour sa durabilité structurelle. La bouteille en plastique est, par nature, un objet d'ingénierie avancée. Elle est légère, imperméable, résistante au choc et flexible. Jeter un tel objet après une seule utilisation est une aberration technique. En l'intégrant dans votre quotidien, vous ne sauvez pas seulement le monde, vous transformez votre environnement en un système fermé plus résilient. Alors, est-ce que cela va changer la face du problème mondial des plastiques? Soyons honnêtes, non. C'est une goutte d'eau dans un océan de polymères. Mais cette pratique nous confronte à notre dépendance aux jetables. Chaque bouteille réutilisée est une preuve que l'emballage est conçu pour être une fin en soi, alors qu'il est, par nature, un contenant résistant. En le prolongeant, vous refusez qu'il soit une fin. Vous en faites une ressource permanente dans votre environnement immédiat. La question n'est pas de savoir si nous pouvons sauver le monde avec des bouteilles coupées en 2. La question est plus intime. Si vous ne pouvez pas réutiliser un objet, l'avez-vous vraiment possédé ou n'étiez-vous qu'un simple lieu de passage pour ce déchet? On regarde une bouteille plastique vide et honnêtement, on ne voit qu'un déchet. On l'écrase, on la jette, on passe à autre chose. Mais posez-la un instant sur votre établi. Analysez-la. Ce n'est pas juste du plastique, c'est un contenant étanche, résistant aux UV, inerte chimiquement, doté d'un bouchon fileté qui permet un contrôle précis des fluides. Ce n'est pas un déchet,
C'est une pièce d'ingénierie thermodynamique prête à l'emploi. La question ici, ce n'est pas de savoir si le plastique est propre ou sale, mais si nous sommes capables de le détourner de sa fin de vie programmée pour le transformer en un système d'irrigation haute performance. Avant de bâtir, il faut comprendre le matériau. Dans votre bac de tri, vous avez deux grandes familles. D'abord, le PET, le polyéthylène terephthalate, identifié par le chiffre 1, c'est le plastique des bouteilles d'eau minérale. Il est transparent, rigide et excellent pour surveiller le niveau d'eau. Mais attention, il est sensible aux UV. S'il est exposé au soleil direct pendant plusieurs mois, il finit par devenir cassant. Ensuite, vous avez le PEHD, le polyéthylène haute densité, le chiffre 2, celui des bidons de lait. Il est opaque, beaucoup plus résistant, plus souple et encaisse les variations de température sans broncher. Pour un système enterré, le PEHD est votre allié de long terme. Le PET, lui, c'est votre outil de prototypage rapide. Une après-midi de juillet, le soleil est au zénith. La terre craquelle entre vos pieds de tomates, ces fissures microscopiques qui signalent un stress hydrique immédiat. Vos courgettes flétrissent. Le réflexe pavlovien du jardinier, c'est de sortir le tuyau et d'arroser en surface. Mais voici le problème, c'est une erreur de débutant et c'est techniquement catastrophique. Dès que l'eau touche une terre surchauffée, 40% s'évapore avant même d'atteindre la rhizosphère, la zone active des racines. C'est une perte sèche. Et plus grave, cet arrosage de surface encourage les racines à rester piégées dans les 10 premiers centimètres, là où la terre sèche le plus vite. Vous créez une plante paresseuse, dépendante de vos passages quotidiens. Si vous oubliez un jour, elle meurt. Pour obtenir un jardin résilient, vous devez forcer les racines à plonger en profondeur. Et c'est là que votre plastique devient votre meilleur allié. Le premier système, c'est l'irrigateur à gravité contrôlée. La théorie est simple, le maintien d'une réserve d'eau enterrée, protégée du rayonnement direct. Prenez une bouteille d'1,5 litre, coupez la base ou laissez-la intacte si vous percez le bouchon. La clé, c'est la physique du vide. Ne percez pas de trou béant. Utilisez une aiguille ou une pointe fine chauffée pour créer 2 orifices de 2 mm, pas plus. Pourquoi 2? Pour permettre un échange gazeux. Si l'air ne rentre pas, l'eau ne sort pas. C'est la pression atmosphérique compensée. Enfoncez la bouteille, goulot vers le bas, à 10 cm de la tige. Une fois rempli, vous allez entendre un léger glou-glou. Ce n'est pas un bruit anodin, c'est le signe que la dépression à l'intérieur se stabilise. La gravité veut faire sortir l'eau, mais la pression atmosphérique extérieure retient le liquide. L'eau ne coule que lorsqu'un appel de succion racinaire crée un déséquilibre. C'est un système actif, la plante boit ce dont elle a besoin. Mais la théorie rencontre la réalité du terrain. Vous allez forcément faire face à des pannes. Premier diagnostic, le verrouillage pneumatique. Si votre bouteille est pleine, mais que l'eau ne descend pas, votre terre est probablement trop compacte autour du goulot, empêchant l'air de remonter. La solution? Insérez un petit gravier ou un morceau de paille contre le goulot avant d'enfoncer la bouteille. Ça maintient un espace d'air. Deuxième scénario, le débit est trop rapide. Dans un sol sableux, l'eau s'écoule en quelques minutes. La capillarité du sable est faible. Dans ce cas, n'essayez pas de réduire le nombre de trous. Insérez plutôt un morceau de mousse synthétique ou de coton compacté à l'intérieur du goulot. Cela agit comme un régulateur de flux hydraulique. Vous ne posez pas un système, vous l'ajustez à la texture de votre sol. Parfois, même avec le meilleur réglage, le goutte à goutte sature ou le sol est trop compact. C'est là qu'intervient la méthode supérieure, l'irrigation par mèche. C'est une technique dérivée de l'hydroponie, redoutablement efficace pour les sols argileux. Utilisez une mèche en coton naturel, une vieille chaussette en coton coupée en lanière suffit largement. Évitez absolument le synthétique, comme le polyester. Pourquoi? Parce que le coton est hydrophile, ses fibres naturelles absorbent l'eau et la transportent par capillarité. Le polyester, lui, est hydrophobe. Il repousse l'eau. Avec une mèche en coton, vous reliez le fond de votre réserve d'eau enterrée directement à la base racinaire. La mèche ne se contente pas de laisser couler, elle maintient une osmose permanente. La terre ne reçoit pas un flux, elle reçoit une humidité constante. C'est le principe de la tension superficielle. L'eau monte dans les fibres parce que les forces d'adhésion entre l'eau et le coton sont supérieures à la force de gravité. C'est un flux lent, régulier, ininterrompu. Pour les plantes gourmandes, comme les tomates en pleine production, une seule bouteille peut être insuffisante. Ne vous limitez pas, créez un réseau. Utilisez des bidons de 5 litres, multipliez les points de diffusion. C'est ce que j'appelle la gestion zonale. Vous créez une batterie d'alimentation souterraine.
Il y a cependant une faille critique, la photosynthèse. Si vous laissez votre bouteille transparente au soleil, vous allez créer un incubateur à algues. En quelques jours, l'intérieur sera colonisé et les algues finiront par obstruer vos trous ou colmater votre mèche de coton. Le système s'arrêtera. La parade est triviale, l'opacité totale. Peignez la bouteille, entourez-la de carton, ou mieux, enterrez-la entièrement sous 2 cm de paillis. Pas de lumière, pas de photosynthèse, pas d'algues. C'est la différence entre un système qui dure toute la saison et un gadget qui tombe en panne au bout de 3 semaines. Quand je vois ces kits d'arrosage intelligents vendus à prix d'or en jardinerie, ça m'interroge sur notre capacité à réfléchir par nous-mêmes. On nous vend de la complexité inutile, avec des valves en plastique fragiles et des programmateurs électroniques qui finissent à la décharge après 2 ans. Ces objets sont des boîtes noires. Ils tombent en panne, vous ne pouvez pas les réparer, vous devez les remplacer. C'est la culture de la consommation passive. En construisant votre propre système, vous passez de l'autre côté. Vous créez une boîte transparente. Si votre mèche se bouche, vous savez pourquoi. Si votre débit est trop lent, vous savez comment le corriger. C'est une forme de souveraineté technique. L'autonomie, ce n'est pas seulement produire ses légumes, c'est reprendre le contrôle sur chaque objet que l'on manipule. C'est arrêter d'être des usagers qui attendent une solution clé en main pour devenir des gestionnaires actifs de nos ressources. Vous avez 2 chemins devant vous. Soit vous continuez à arroser en surface, à voir l'eau s'évaporer sous vos yeux et à garder vos plantes dans une fragilité constante, soit vous prenez ces contenants, vous comprenez la physique des fluides qui les animent et vous installez un système qui travaille pour vous. Rappelez-vous, 10 cm de profondeur. La capillarité est votre allié, l'opacité est votre garantie de durée. Une bouteille d'eau est la preuve concrète que nous ne manquons pas de ressources, nous manquons simplement de la méthode pour les réaffecter. Si une simple bouteille peut transformer une terre stérile en un potager robuste, combien d'autres opportunités gâchons-nous chaque jour, simplement par manque de recul sur ce que nous jetons ?